dans le cadre de cette nouvelle série pour la chaîne YouTube Criminocorpus, consacrée au rapport entre polar et histoire, nous sommes très honorés d'être reçus aujourd'hui par un premier auteur. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Éric Foissier, je suis docteur en pharmacie et docteur en droit et professeur d'université à l'université Paris-Saclay où j'enseigne le droit pharmaceutique. Mais à côté de cette discipline, ça fait une vingtaine d'années aussi que j'enseigne l'histoire de la médecine et l'histoire de la pharmacie. Et à côté de l'activité universitaire, je suis également écrivain et j'écris des polars historiques. Est-ce que tu peux nous parler du lieu original dans lequel on se trouve et éventuellement nous parler d'un objet qui se trouve dans ce lieu et qui ferait le lien avec ton travail d'écrivain? Nous nous trouvons ici dans le musée Albarel, qui est un musée consacré à l'histoire de la pharmacie à l'intérieur de la faculté de pharmacie de l'université Paris-Saclay. J'en suis le directeur. Je dirige en fait une association qui a regroupé depuis maintenant une quarantaine d'années tout un certain nombre d'objets liés au patrimoine pharmaceutique, d'objets et de documents liés au patrimoine pharmaceutique. Et dans les nouveaux bâtiments de la faculté de pharmacie, donc il existe cet espace dédié qui est un musée didactique, qui se veut didactique et qui permet au public de découvrir cette histoire de la pharmacie. Et donc comme l'histoire de la santé, de la médecine en général, mais aussi évidemment de la pharmacie, se retrouve dans beaucoup de mes romans, évidemment dans cet endroit il y a énormément d'objets qui peuvent avoir des rapports avec les livres que j'écris, que ce soit des bocaux pharmaceutiques comme on a sur les étagères, des microscopes anciens, des drogues, on a une racine de mandragore, ces drogues ces plantes un peu mystérieuses dont on a tiré des drogues et que j'exploite en fait dans mes polars historiques. Alors tes polars historiques se déroulent grosso modo sur la période 1830. Est-ce que tu peux nous préciser pourquoi tu as choisi cette période historique en particulier ? Alors, la série de romans policiers que j'écris actuellement et qui connaît un gros succès, c'est le Bureau des Affaires Occultes. Et ça se déroule en fait sous le règne de Louis-Philippe. Le premier des romans, qui s'intitule justement le Bureau des Affaires Occultes, se déroule en 1830, quelques mois après la prise du pouvoir de Louis-Philippe, donc à l'automne 1830. Et j'ai choisi cette période pour deux raisons en fait. D'abord, une première raison, c'est que ça correspondait à un changement au niveau de la police. On passait de la police de Vidocq, qui était la police du flagrant délit, la police des mouchards. On avait été chercher cet ancien bagnard parce qu'il connaissait le milieu, pouvait l'infiltrer, être au courant des coups qui se montaient, voire les provoquer, et donc arrêter les truands sur le fait. Et au début du règne de Louis-Philippe, on va pouvoir commencer à basculer dans le début, les tout premiers prémices de la police scientifique, parce que la médecine va faire énormément de progrès à cette époque-là, la pharmacie aussi. Donc on a par exemple en 1830 la parution du premier traité de médecine légale qui va faire autorité en France, celui du docteur Orfila. On a la découverte de beaucoup de principes actifs et on commence à pouvoir faire des analyses toxicologiques. Donc on bascule dans cette police de la preuve. Donc ça, c'est la première raison qui m'a fait choisir cette période-là. Après, une autre raison, c'est le fait qu'à cette époque, de façon qui peut paraître paradoxale, mais finalement pas tant que ça, l'épisode qu'on a vécu avec la Covid montre que ça se reproduit pratiquement tout le temps. Quand vous avez une période comme celle de 1830, où la science est très mise en avant, parce que en l'espace de quelques décennies, 2 ou 3 décennies au début du 19e siècle, entre 1810 et 1840, on a énormément de progrès scientifiques dans tous les domaines, mathématiques, physique, chimie, pharmacie, médecine, et énormément d'inventions technologiques, d'innovations technologiques. La photographie, le chemin de fer, la machine à vapeur qui se développe. Et donc, ça, c'était intéressant d'avoir une période comme ça de fort développement scientifique, et de façon assez paradoxale, en même temps, on a une résurgence d'un goût pour l'occulte.
d'un goût pour le mystère, ce qui ne peut pas s'expliquer, l'irrationnel, ce qu'on a encore une fois très bien vécu au moment de la Covid, où on avait un discours scientifique très présent, et en même temps sur les réseaux, son pendant d'irrationalité. Comme si finalement l'humanité n'est pas juste un cerveau, et qu'elle a besoin de marcher sur ses deux pieds, sa raison, et puis autre chose, de plus fantasmagorique, etc. Et évidemment, ce contexte-là, d'avoir à la fois un essor scientifique, la science portée au nu officiellement, et en même temps ce climat voilà, de montée du spiritisme, de goût pour l'orientalisme, le début aussi de l'utilisation des drogues par les artistes, les paradis artificiels de Baudelaire, le Club des Assassins avec Théophile Gautier, Géricault qui commence à consommer de la confiture de hashish. Évidemment, tout ce contraste-là offrait un magnifique décor pour des intrigues policières. Alors on comprend tout l'intérêt de cette période, extrêmement riche. Est-ce que tu peux nous préciser comment tu t'es documenté sur cette période-là, dont tu n'es pas a priori un spécialiste? Quelles sont les sources que tu as consultées? Est-ce que tu as lu des ouvrages de chercheurs spécialistes de la période? Est-ce que tu as consulté des sources archivistiques? Est-ce que tu as pu éventuellement avoir accès à des informations sur Internet, etc. Et quels problèmes aussi pose éventuellement l'accès aux sources, ces sources? Alors, je pense que les amateurs de romans policiers historiques, s'ils lisent ce genre littéraire, c'est qu'ils veulent apprendre des choses. Donc c'est très important, effectivement, de ne pas négliger la documentation. Et donc moi, je procède à une documentation historique, une documentation en fait en entonnoir. Je pense que c'est une façon de faire assez classique. C'est qu'une fois que j'ai commencé à repérer l'intérêt d'une période, je vais commencer par lire, en fait, des ouvrages d'historiens sur la période. Donc des ouvrages très généraux, par exemple en l'occurrence La monarchie de juillet. J'en lis en général 4 ou 5, à la fois d'historiens contemporains et puis aussi, lorsqu'ils existent, des ouvrages plus anciens, historiens du 19e, pour avoir la vue la plus complète de l'époque telle qu'on se la représente aujourd'hui, mais telle qu'on a pu aussi se la représenter dans le passé. Ça va me permettre deux choses. Ça me permet de repérer les faits historiques dont je vais vouloir rendre compte dans mes romans, ou que j'évoquerai, ou que je ferai évoquer par mes personnages, comme par exemple là le 3e tome qui vient de sortir qui s'appelle Les Nuits de la peur bleue se passe en 1832 au moment d'épidémie de choléra. Donc évidemment dès que j'ai repéré cette épidémie de choléra, ça m'a intéressé et je me suis dit qu'il faudrait que j'y consacre un roman. Et puis ça me permet aussi, ce premier travail de lecture d'ouvrages généraux sur la période, ça me permet de repérer les personnages historiques ayant réellement existé, qui présentent une densité, un intérêt particulier pour que je les mette en scène et que je les fasse interagir avec mes propres personnages. Donc ça, je dirais, c'est la première ouverture de l'entonnoir, j'ouvre très large. Ensuite, je vais aller resserrer en lisant des biographies justement des personnages historiques que j'aurais repérés, donc souvent plusieurs biographies sur un personnage. J'ai lu 3 ou 4 biographies de Louis-Philippe, 2 ou 3 de Vidocq, voilà, 2 de George Sand. Et puis arrive la documentation technique, donc on est au milieu de l'entonnoir. La documentation technique, c'est celle qui va me permettre de retracer la vie quotidienne. Alors là, les sources se modifient un petit peu, les sources historiques. Je vais à la fois éventuellement consulter des ouvrages plus pointus d'historiens sur des thématiques plus ciblées. Ça peut être la prostitution au XIXe siècle, ça peut être les courants politiques à cette époque-là, l'évolution de la police, évidemment, bien sûr, à cette époque-là. Et puis, souvent, ces recherches dans les livres d'historiens ne suffisent pas, et donc c'est là où va commencer le travail de recherche de documents d'archives, pour avoir des informations un peu plus précises sur des choses toutes bêtes, mais par exemple, quels étaient les cris des marchands de Paris à cette époque-là? Où pouvait-on acheter un chapeau lorsqu'on était un homme de qualité à cette époque-là? Où est-ce qu'on se divertissait? Où est-ce qu'on pouvait jouer aux cartes dans la capitale, miser, etc. Donc là, ça va se faire d'abord une première recherche. Moi, je fais une première recherche sur Internet pour localiser un peu les sources. Heureusement, on n'est plus à l'époque de Maurice Druon où il avait besoin pour écrire Les Rois Maudits d'une escouade de documentalistes, parce que là, il fallait se rendre à chaque fois dans les archives et aller consulter vraiment les archives. Heureusement pour nous,
avec l'arrivée d'Internet, on a beaucoup de documents d'archives qui sont numérisés, donc ça permet déjà d'avoir pas mal d'informations sur des points qui peuvent être même très précis. Je vais citer juste un exemple. Dans un de mes romans policiers qui se passait à la Renaissance, j'ai consulté en fait les archives d'actes de colloques, des colloques Ambroise Paré, qui sont des colloques consacrés à la chirurgie militaire. Et dans ces colloques, j'ai trouvé la description de la façon dont on soignait les blessures provoquées par des arbalètes à cette époque-là. Et l'anecdote était tellement amusante, la façon dont ils ont imaginé de soigner ces blessures était tellement originale que je me suis dit, il faut que je la mette comme une scène dans mon livre. Donc voilà, ça va être le travail en archive, mais qui peut se faire sans bouger obligatoirement à partir des documents numérisés. Et après, de temps en temps, effectivement, on est quand même obligé de se rendre sur place lorsqu'on a repéré certains documents, mais qui ne sont pas numérisés ou qu'on ne trouve pas sur la toile. Par exemple, j'avais besoin pour donc cette série du Bureau des Affaires occultes de décrire la préfecture de police de l'époque, qui se situait donc rue de Jérusalem, qui est une rue dans l'île de la Cité qui donnait sur le quai des Orfèvres, mais rue qui n'existe plus aujourd'hui, et le bâtiment a disparu. Et donc là, je savais, en faisant mes recherches sur Internet, je savais qu'il y avait des gravures au musée de la préfecture de police de Paris, et du coup, j'y suis allé pour voir et prendre en photo ces différentes gravures pour pouvoir donner une description correcte de cette préfecture. Et donc, on arrive là à la toute fin de l'entonnoir, de cette recherche documentaire. C'est vraiment sur un point très précis où là, on est obligé de se déplacer, soit pour aller chercher en archive des documents qui ne sont pas numérisés, soit éventuellement aller sur place pour voir les choses de visu. Je me suis rendu dans des châteaux de la Loire, par exemple, lorsque j'écrivais ma série qui se passait à la Renaissance. Je peux être obligé de me déplacer dans un lieu de Paris pour aller voir la disposition des choses sur place. Et donc là, on est vraiment à la toute fin de la documentation. Donc on a à la fois des recherches historiques qui influencent la construction des personnages et aussi certainement la construction de l'intrigue ou des intrigues. Est-ce que tu peux nous redonner quelques exemples précis à ce sujet ? Dans le roman policier historique, en fait, je pense qu'il y a deux grandes façons de procéder possibles. C'est soit d'inventer son intrigue complètement à part, et puis après d'aller la plaquer sur une période historique, qui finalement est là plus comme un décor qu'autre chose. Moi, je ne procède pas du tout de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est vraiment l'époque qui va me dicter mes intrigues. C'est la documentation historique sur la période qui me permet de comprendre quelles étaient les tensions politiques, les tensions sociologiques de l'époque, et c'est de là que je vais inventer mon intrigue. Du coup, ça m'a amené, par exemple, dans pas mal de mes romans policiers, à utiliser des morts réelles, et l'enquête porte sur des morts réelles. Je me suis servi, par exemple, de la mort de Charles VIII, en 1498 pour écrire Bayard et le crime d'Amboise. Dans un de mes romans qui se passe à l'époque mérovingienne, Par deux fois tu mourras, l'enquête porte sur la mort de la sœur de la reine Brunehilde qui s'appelait Gasvinte et qui est une mort réelle. Et même lorsque je ne fais pas enquêter mes héros sur des morts réelles, le contexte des criminels est toujours lié à l'époque. Par exemple, dans mon dernier roman, Les Nuits de la peur bleue, qui se passe donc pendant l'épidémie de choléra, toute l'intrigue est liée justement à cette épidémie de choléra, et tout tourne autour des questions qu'on pouvait se poser à l'époque face à une maladie dont on ne connaissait pas l'origine, dont on ne savait pas le mode de transmission, et c'est ça qui en fait m'a dicté complètement l'intrigue, les rebondissements. Donc pour moi, c'est vraiment le travail historique de documentation qui est quelque part le guide de mon imagination. Je n'oppose pas du tout, par exemple, documentation et imagination. Pour moi, la documentation, en fait, elle est au service de l'imagination. C'est elle qui va déclencher chez moi l'imagination et qui va me faire inventer une histoire qui est liée au contexte historique. Alors, on comprend ton souci de coller au plus près de la réalité historique. Est-ce que tu prends parfois des libertés avec cette réalité historique et si oui, jusqu'à quel point ? En gros
grosso modo, quelle est la frontière que tu ériges entre réalité historique et puis fiction dans tes polars? Alors, quand on écrit du roman historique, que ce soit d'ailleurs polar ou un roman historique classique, la question c'est toujours quelle liberté on va prendre par rapport à l'histoire. Alors, très clairement, moi je ne prétends pas faire œuvre d'historien. Donc mon principal souci, c'est de ne pas commettre un anachronisme tellement flagrant qu'il ferait sortir le lecteur un petit peu éclairé de l'intrigue en se disant non mais cet auteur raconte n'importe quoi, je ne peux pas adhérer à ce qu'il raconte et ouais, je pose le livre, c'est n'importe quoi. Donc ça c'est vraiment mon souci. J'essaye de ne pas m'écarter de l'histoire officielle. Lorsqu'on a des informations qui nous sont données par les historiens, j'essaye de ne pas m'en écarter. Par exemple, si les historiens nous disent que le roi Louis XII était à tel endroit en 1512, je ne vais pas le mettre à un autre endroit. Mais il n'empêche que pour les besoins de l'intrigue, on est parfois obligé effectivement de prendre des libertés avec la réalité historique. Pour moi, c'est pas un frein, c'est pas un tabou. Encore une fois, parce que je ne prétends pas faire œuvre d'historien. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est que le lecteur en soit averti. C'est pour ça qu'à la fin de chacun de mes romans, il y a toujours une note au lecteur où je lui donne à la fois une bibliographie qui lui permet d'aller plus loin s'il veut avoir des informations sur la période et les thèmes traités. Et en même temps, c'est à cet endroit-là que je lui signale les libertés que j'ai prises avec la vérité historique. Très souvent, c'est sur des points de détail, ça peut être des problèmes de chronologie. Voilà, je vais avancer un phénomène de quelques années. Par exemple, dans le 2e tome du Bureau des Affaires Occultes qui s'appelait Le fantôme du vicaire, j'évoque les débuts du spiritisme. Le roman est censé se passer en fait en 1830, entre 1830, 1832, 1831 en fait. Et à cette époque-là, effectivement, la vogue du spiritisme commence à se développer. Tout début émerge tout juste aux États-Unis. Elle arrivera un peu plus tard en France. Elle arrivera plutôt au début de la seconde moitié du 19e. Donc ça ne m'a pas freiné du coup pour écrire le livre. Par contre, je l'ai signalé. J'ai signalé que là, j'avais pris une petite liberté et que voilà, on s'est tourné l'étape un peu plus tard en France, quoi. Donc voilà, moi vraiment l'important c'est que les choses soient signalées. Pareil dans mon Bayard et le crime d'Amboise, pour que le crime se transforme en un meurtre en chambre close, il a fallu que je présente de façon un peu modifiée les appartements royaux du château d'Amboise à l'époque. Voilà, pour moi c'est pas gênant et c'est pas un frein à partir du moment où je le signale au lecteur et qu'il sait que là-dessus je ne suis pas tout à fait conforme à la réalité historique. Alors est-ce que ces recherches historiques te mobilisent énormément de temps? Les recherches historiques, forcément, ça prend un certain temps, mais c'est jamais du temps, je trouve, perdu, parce que cette appropriation d'une époque, bien en amont du travail d'écriture, c'est ce qui va permettre de pouvoir restituer les choses de façon fluide. Donc moi, en général, quand j'aborde une nouvelle période, je vais prendre 6 mois qui sont entièrement, où je n'écris rien, qui sont entièrement consacrés à la documentation historique, à permettre de m'approprier cette époque-là. Et une fois que cette documentation de fond est faite sur l'époque, j'ai une documentation qui va prendre à peu près 3 mois avant d'aborder un roman sur cette époque-là. Et cette documentation-là est plus précise, elle va me permettre de me documenter sur le thème que je vais traiter dans ce roman. Par exemple, donc, j'ai pris à peu près 3 mois pour me documenter sur l'épidémie de choléra pour écrire le dernier roman. Et c'est seulement une fois que ce travail-là est fait que je vais pouvoir passer au chapitrage du livre et à l'écriture proprement dite du roman. Mais encore une fois, c'est très important de prendre le temps de bien faire cette documentation-là et de se l'approprier, parce que c'est le seul moyen de ne pas perdre de temps après en cours d'écriture. Une fois qu'on a vraiment bien balisé les choses en amont, on peut se laisser aller au fil de la plume et on n'a pas à revenir sur cette documentation. Alors que si on l'a mal faite, on va régulièrement être obligé de s'interrompre pour revenir aux sources, pour reconsulter les choses, et on perd de la souplesse dans l'écriture du récit. Alors, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton dernier polar et peut-être de tes projets à venir ?
Le dernier roman paru donc s'appelle Les Nuits de la peur bleue chez Albin Michel. C'est la troisième enquête du Bureau des affaires occultes. Et en fait, c'est une enquête qui va se passer dans un Paris un peu crépusculaire, puisque donc Paris se trouve sous le coup d'une épidémie de choléra qui va être quand même dévastatrice, puisque elle va se dérouler grosso modo pour le pic vraiment de l'épidémie entre avril 1832 et septembre 1832 à Paris, et on va avoir quand même pratiquement 19 000 morts dans Paris. Et ça va d'ailleurs d'abord au début toucher plutôt les quartiers pauvres, puisque même si on ne le savait pas encore à l'époque, le choléra c'est une toxi-infection qui se contracte par en fait de l'eau souillée, contaminée, et donc évidemment les habitats vétustes, les conditions difficiles de vie des ouvriers, des artisans à cette époque-là favorisaient la propagation de la maladie. Et donc on est dans ce contexte très complexe, très compliqué, où les gens se méfient les uns des autres, parce qu'à l'époque on ne sait pas du tout ce qu'est cette maladie, on ne sait pas comment elle se transmet, donc il y a des rumeurs qui circulent, des fake news, tout ce qu'on a vécu au moment de la Covid, en fait on le retrouve lors de cette épidémie de 1832, la recherche du bouc émissaire, la tentation du confinement, ceux qui peuvent fuient Paris, tous les nobles s'en vont dans leur gentilhommière en province. On a aussi des controverses scientifiques, on a des recommandations sanitaires qui sont faites plus pour des raisons morales ou politiques que réellement sanitaires. Par exemple, la grande question à l'époque, c'était est-ce que le choléra est lié à une infection ou est-ce que c'est une contagion ? Et les tenants de l'infection ne le sont pas toujours pour des raisons sanitaires. Par exemple, le pouvoir en place était tenant de l'infection simplement parce que si c'était une contagion, il fallait fermer les frontières, fermer l'entrée dans les villes, contrôler, etc. Du coup, les marchandises circulaient moins, ça gênait le commerce, et il ne faut pas oublier quand même que Louis-Philippe, il a été soutenu par la bourgeoisie du commerce, de l'industrie, et donc c'était sa clientèle qu'il ne fallait pas fâcher en fermant les frontières, etc. Et c'est pour ça que le pouvoir se prononce en faveur de l'infection, et pas de la contagion. Donc c'est ce contexte-là qui fait le contexte historique du roman. Et pour corser les choses, voilà, dans le roman, on trouve des morts qui sont effectivement des gens atteints du choléra, mais qui sont assassinés et à qui on prélève un organe, à chaque fois un organe différent. Et donc ce qu'on demande à l'inspecteur Valentin Verne, qui est mon héros, c'est de comprendre ce qui se passe et de mettre fin à cette série de crimes qui vient rajouter de la peur à la peur, et surtout de comprendre pour quelle raison on peut assassiner des moribonds, donc des gens qui de toute façon 48 heures plus tard seraient morts. Et donc c'est ce mystère qui plane dans ce Paris crépusculaire où les boutiques ferment peu à peu, où les gens ne sortent plus de chez eux. J'ai découvert Criminocorpus en fait à travers quelques petites capsules publiées donc sur YouTube. Et évidemment, ça m'a intrigué. On est auteur de polar et en plus qu'on s'occupe d'un musée de la pharmacie, etc. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça, Criminocorpus ? Donc j'ai été regarder un peu plus loin, après avoir vu ces capsules que je trouvais bien faites, j'ai été regarder un petit peu plus loin, voir ce que c'était. C'est là que j'ai découvert que voilà, il y avait tout un musée virtuel en fait sur Internet et que c'était un projet finalement assez vaste qui pluridisciplinaire, et ça j'aime bien cette idée-là, autour du thème de la justice, du crime, de la police. Et du coup, je trouve ce travail original, intéressant. On se dit, ça serait intéressant de passer d'un musée virtuel à un musée réel, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal d'objets intéressants qui pourraient être mis en valeur. Et donc, voilà, j'espère que ce projet va continuer à se développer. En tout cas, pour moi, du coup, ça devient une des ressources que je vais consulter quand j'ai besoin d'avoir un peu d'infos sur ces thématiques-là.